Bonjour, Bonjour. mes chers collègues. Alors, là, cet après-midi, il n'y a que Sarah Legrain. Mais bonjour, Sarah Legrain, chers collègues. Nous poursuivons nos auditions du jour en recevant Marine Turchi, Madame Léanique Brédoux et Monsieur Donatien Huet, tous trois journalistes à Mediapart. Bonjour à vous trois. Vous avez mené des investigations extrêmement poussées sur les violences dans le secteur culturel et révélé de très nombreux faits qui entrent dans le champ de notre commission d'enquête. Vous avez notamment contribué à révéler les accusations portées contre des acteurs, des cinéastes, des producteurs, des animateurs, des DJ dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel, mais aussi de la musique et du spectacle vivant. Nous sommes donc ravis de vous accueillir au sein de cette commission d'enquête pour que vous puissiez nous faire part de votre analyse des facteurs de risque qui existent dans ces milieux, mais aussi d'éventuelles préconisations pour y remédier. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à allumer votre micro, à lever la main droite, à dire « je le jure » et à éteindre votre micro pour que la personne d'à côté puisse le faire. Merci. Je le jure. Ah, attends, Marine Turchi, est-ce que c'est possible, que vous coupiez votre micro et que Madame Léanique Brédoux puisse le faire, madame? Je le jure. Merci, Monsieur Donatien. Je le jure. Je vous remercie à tous les trois. Je vous laisse peut-être faire un propos liminaire ou vous souhaitez qu'on entame directement les questions? Moi, j'avais axé sur quelques éléments, mais je peux aussi les égriner dans la discussion, donc c'est vraiment à votre convenance. Je voudrais pas non plus... Peut-être faites un petit propos liminaire, comme ça. Oui, pour dire déjà qu'à Mediapart, de par toutes nos enquêtes collectivement sur les violences sexuelles et sexistes, on est devenu un point d'ancrage sur ces questions, et particulièrement, on y reviendra dans le monde culturel, dans le monde artistique, dans le monde du cinéma, de la musique. Et on reçoit donc énormément d'alertes, énormément de témoignages. Et que ce flot de témoignages, de centaines, de milliers même de témoignages qu'on reçoit, ça nous donne une petite fenêtre finalement sur ce milieu culturel. Évidemment, on reçoit les trains qui n'arrivent pas à l'heure, les bouteilles à la mer, on ne reçoit pas les témoignages qui montrent que tout va bien. Donc c'est évidemment pas exhaustif, c'est évidemment biaisé, mais ça nous donne quand même un aperçu aussi des dysfonctionnements, puisque 90% des témoignages qu'on reçoit montre que si ces alertes, ces récits avaient été pris en charge en amont par les entreprises, par les productions, etc., souvent on n'en serait pas là. On n'en serait pas à ce que ces personnes se tournent notamment vers les médias. Et donc, à travers nos enquêtes, on voit tout un tas d'obstacles et de mécanismes à l'œuvre, que ce soit des mécanismes qui favorisent les violences ou des obstacles qui empêchent la parole d'être émise ou souvent reçu et entendu. Et alors, on développera dans la discussion, j'imagine, mais évidemment, il y a la précarité de ce milieu, et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez saillant. Un milieu extrêmement hiérarchisé, concurrentiel, je pense notamment au cinéma, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui, du coup, forcément, crée une asymétrie entre, d'un côté, les célébrités, les décideurs, et de l'autre, des techniciens, techniciennes, des comédiens, comédiennes. Et forcément, c'est de là que naissent les abus de pouvoir, parce que, vous le savez, ces affaires de violences sexuelles et sexistes, pas seulement dans le monde culturel, ce sont des affaires d'abus de pouvoir, en fait. La question, c'est qui a le pouvoir, quel levier il actionne, qu'est-ce qu'il fait de ce pouvoir? Est-ce qu'une actrice de 20 ans, elle peut dire non à un producteur, à un réalisateur ou un acteur très connu? Corrélé à ça, il y a évidemment la taille du marché culturel, et en l'occurrence surtout du cinéma, c'est de ça dont je peux parler surtout. En France, on a un marché qui est extrêmement petit, qui est extrêmement concurrentiel, à la différence par exemple du marché américain. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de film en film, on se recroise. Qu'on soit un technicien, une technicienne, un comédien, une comédienne, on prend le risque forcément, en parlant, de s'exposer à des représailles, à être blacklisté. Et cette crainte, elle est réelle, c'est pas un fantasme. Moi, je l'ai constaté dans mes enquêtes. Il en découle forcément la peur de parler. Et moi, des cas de blacklisting, j'ai pu en constater. Donc, je me souviens d'une directrice de casting qui m'a dit en 2023, le plus souvent les femmes parlent, il ne se passe rien et leur carrière s'arrête.
Elle m'avait demandé ensuite de ne pas faire état du fait que la carrière s'arrêtait parce qu'elle avait peur de décourager la parole en disant ça. C'est ce qui fait hésiter, parfois reculer plusieurs femmes dans mes enquêtes. Je pense à une actrice qui a témoigné après 1000 hésitations dans mon enquête sur Depardieu et de manière anonyme au final et qui m'a dit « Parler, c'est se mettre en difficulté. En France, pour se permettre de dire les choses, il faudrait être au-dessus des personnes que vous accusez. Je suis une actrice qui travaille, mais en dents de scie. Le cinéma français, c'est un petit milieu. » C'est une autre actrice, dans l'affaire Depardieu toujours, qui me disait en 2019 « Aujourd'hui, la structure économique du milieu du cinéma fait qu'aucune actrice ne peut se permettre de témoigner contre lui parce qu'il est influent. » Et enfin, c'est une autre actrice dans une autre affaire qui aujourd'hui ne parvient pas encore à trouver la force de dénoncer son agresseur, qui est très connu dans le milieu et qui me dit « Si je parle, ça va se retourner contre moi. Il fait encore la pluie et le beau temps dans le milieu. » Cette femme elle n'a pas parlé aujourd'hui publiquement, elle n'a pas non plus parlé à la justice, elle a trop peur. Donc le risque de représailles, il existe, et c'est aussi le risque des mauvaises réputations. Vous avez reçu Sarah Forestier, elle a pu vous le dire, mais d'autres encore pourraient le dire. Prendre le risque de parler, c'est qu'on vous dise que vous êtes folle, que vous voulez bien chercher, que vous vouliez un rôle, ou que vous parlez parce que vous n'avez pas eu le rôle, etc. C'est ce qui explique que la parole, elle est davantage possible quand la personne, elle est en perte de pouvoir, en perte d'influence, en déclin, en fin de carrière. C'est le cas de PPDA, de Gérard Depardieu, qui était déjà affaibli par ses accointances avec Poutine et d'autres régimes autoritaires ou dictatures. Quand nous, on peut faire notre enquête, c'est le cas aussi de Christophe Rougia, le cinéaste qui est accusé par Adèle Haenel, parce que quand Adèle Haenel est sortie de sa coupe de réalisateur, elle est devenue plus puissante que lui, et c'est ce qui permet la parole. L'autre élément récurrent, c'est la peur qu'en dénonçant les faits, le tournage s'arrête, si on parle du cinéma par exemple. Et ça, c'est une peur réelle, parce que le film, c'est une entreprise éphémère et une entreprise précaire, et donc le risque que tout le monde soit mis au chômage par les déclarations, il existe. Je l'ai vu dans l'affaire Depardieu, l'une des plaignantes a d'abord pas voulu porter plainte, parce qu'elle avait peur qu'elle mette tout le monde au chômage. Ça, c'est réel. Et puis si les violences sexuelles et sexistes sont difficiles à dénoncer dans le milieu du spectacle, et j'imagine que vous en avez parlé ici dans cette commission, c'est aussi à cause de l'alibi artistique en fait. Combien de fois dans mes enquêtes j'ai entendu que tout était sous le paravent de l'art. Ça excuse ou ça justifie ou ça maquille un certain nombre de violences. Il y en a qui l'ont tout à fait assumé. Je pense notamment à Benoît Jacot dans le documentaire en 2011 qu'avait réalisé Gérard Miller, qui dit que faire du cinéma est une sorte de couverture pour certaines mœurs, de la même manière qu'il existe des couvertures pour tel ou tel trafic illicite. Et malgré ces évolutions, le mythe du rapport entre le cinéaste et l'actrice, le mythe de la muse et puis du génie créateur et du fait qu'il faudrait être amoureux de son actrice ou de son comédien pour tourner, ça perdure encore et ça imprègne beaucoup quand même la culture du monde culturel, du monde artistique et du cinéma notamment. Cette idée, elle va de pair avec une autre, c'est la difficulté d'une partie du monde culturel à intégrer que le code du travail s'applique. Que malgré la liberté de création, oui, il y a des lois, il y a un code du travail, et ça peut faire sourire, mais en fait, il faut rappeler qu'une actrice, le matin, quand elle va sur un tournage, elle travaille, en fait. Et le fait que les violences perdurent et aussi qu'elles ont du mal à être dénoncées, c'est aussi en raison de ce cadre qui n'est pas... Voilà, dans plusieurs affaires, j'ai vu des producteurs, des productrices, des réalisateurs, des acteurs oublier ce cadre légal. L'autre obstacle récurrent à la dénonciation des faits par les victimes, c'est la minimisation de ces faits, leur banalisation, par les témoins ou par les confidents. Encore aujourd'hui. Dans l'affaire Depardieu, une partie des faits qui ont été dénoncés, ils étaient au vu et au su de tous et toutes. Ils étaient même dans des vidéos, dans des articles, dans des livres que nous, on a pu retrouver dans notre enquête il y a quelques années. Les violences qui ont été dénoncées, elles se sont accompagnées, d'après les femmes qui parlent, de rire, de minimisation. Même les témoignent et disent « oui, on a rigolé » ou « oui, on a regardé ailleurs ». Et ça doit évidemment interroger tout le monde. « Oh, ça va, c'est Gérard », je l'ai entendu tellement dans mon enquête, ça aurait pu être le titre de mon article, en fait. Et dans le cas de l'affaire Gérard Miller, c'est la même chose, où plusieurs témoignages montrent que les railleries des autres chroniqueurs qui ont accompagné ces approches de très jeunes femmes, parfois mineures à la fin des émissions de Laurent Ruquier ou d'autres, avec un prétexte professionnel selon elle. Voilà, tout ça, c'est un petit peu l'environnement dans lequel ça peut se dérouler. Et pourquoi ? Parce que les gens ne peuvent pas dénoncer ce qu'ils ne considèrent pas comme problématique. Beaucoup ne savent pas, ou ne veulent pas savoir, ou ne veulent pas intégrer ce qu'est une agression sexuelle, ce qu'est le harcèlement sexuel. Je me souviens de cet entretien avec une directrice de la photographie qui avait passé des heures avec un réalisateur multi-accusé sur lequel on a travaillé, et qui affirmait qu'elle n'avait rien vu d'inapproprié. Elle était formelle quand je lui demandais si le réalisateur il avait pu mettre sa main sur sa poitrine, sur sa cuisse, ou tenter de l'embrasser. Elle me répondait que oui, c'était arrivé plusieurs fois,
Donc, quand je lui demande s'il y a un problème, elle me dit non, j'ai rien vu. Et quand je lui demande précisément s'il a pu faire ci ou ça, là, elle me dit bah oui, bien sûr, mais je le repoussais. Et dans l'affaire Depardieu, alors même que certaines scènes m'étaient rapportées par 5 ou 6 témoins parfois sur des tournages, les réalisateurs et producteurs me disaient qu'ils n'avaient rien vu, rien su. Sur 20 contactés, 9 n'ont pas répondu, mais 11 me disaient n'avoir rien vu, rien su. Un seul a reconnu qu'il avait dû recadrer Gérard Depardieu, et ce, après le 2e film et tout un tas d'alertes avec lui. J'avance rapidement et j'en termine, mais tout est mis sur le compte de l'humour, du personnage hors norme de Depardieu, de propos éventuellement graveleux, mais pas davantage, alors même que tout un tas de témoins témoignent de l'inverse. Et les gens ne peuvent pas non plus dénoncer ce qu'ils ne comprennent pas. Je donne un exemple sur l'affaire PPDA, sur laquelle j'ai travaillé avec l'angle de ce que savait TF1. J'interviewe la rédactrice en chef du 20h de l'époque. Elle réfute que des agressions sexuelles ou des viols aient pu avoir lieu dans les locaux de TF1, dans le bureau de PPD avec la porte ouverte. Je la questionne sur le récit d'une plaignante de l'affaire qui dénonce un viol dans le bureau, la porte ouverte. Et voici ce qu'elle me dit. Jamais une fille n'a pu avoir un truc comme ça avec la porte ouverte, c'est pas possible. Si les secrétaires avaient entendu, elles auraient fermé la porte. Moi, si j'avais été secrétaire, discrètement, je fermerais la porte. Je ne crois pas une seconde cette histoire-là, mais après tout, elle l'a dit, elle l'a dit. Voilà, ce sont ces mots précis. Souvent, les personnes qui se disent victimes, elles parlent, elles font part d'un malaise, d'un problème. Le message, il est envoyé, mais il n'est pas reçu. Dans le cas d'Adèle Haenel, qui avait 12 ans, combien n'ont pas vu les signaux qui clignotaient partout ? Les tentatives de l'actrice de dire au fil des années, les gens de la Société des réalisateurs de films qui n'ont pas voulu saisir la petite perche qu'elle tendait. Et mon enquête, à l'époque, était imbibée de cette culpabilité des gens de n'avoir pas agi, pas davantage écouté, pas saisi la perche. Et ça revient ce qui revient aussi dans nos enquêtes, c'est que les victimes ne savent pas non plus vers qui se tourner. Les référents harcèlement ne sont pas formés, ça je l'ai constaté vraiment dans beaucoup d'enquêtes, et trop souvent ils sont liés à la production. Dans l'affaire Depardieu 2, si je peux parler comme ça, l'affaire des volets verts, le film de 2021, qui fait aussi l'objet d'un procès, on voit bien que ça a été totalement inefficace. Il y avait une référente harcèlement, elle n'a rien fait dans toute cette histoire, c'est le directeur de production qui a essayé d'agir en demandant à Depardieu de s'excuser, mais la référente harcèlement à aucun moment ne s'est tournée vers les deux futures plaignantes, alors même que les faits étaient connus sur le tournage. Et la production elle-même, elle ne sait pas toujours comment faire, de manière générale, sur les tournages, y compris quand elle veut bien faire. Moi, j'ai même déjà de refus des coups de fil de gens qui me disaient on ne sait pas comment faire, expliquez-nous, vous, journalistes qui travaillez là-dessus. Donc ça montre qu'ils sont désarmés, en fait, les gens, encore aujourd'hui en 2024. Et enfin, dernier point, et j'en termine là, pardon si c'est un petit peu long, il y a les agents. Certains, peu nombreux, sont des soutiens réels pour les personnes qui se disent victimes, mais beaucoup d'autres sont des obstacles. Des obstacles à la parole quand les femmes rapportent les faits, mais aussi des obstacles à ce que l'affaire sorte, parce que parfois il y a une protection des agresseurs. J'ai déjà vu des agents qui étaient avisés du fait que leur acteur était visé par une ou plusieurs accusations et qui faisaient tout pour étouffer cette affaire, alors même qu'il y avait des paroles qui émergeaient, il y avait des inquiétudes, il y avait des directeurs de casting, des directrices de casting qui ne voulaient plus les faire tourner. Donc ça pose évidemment la question aussi de la formation des agents là-dessus. Voilà. Je ne développe pas davantage et j'étais un peu longue, je suis désolée, mais c'est pour lancer peut-être la discussion. Non, mais merci, c'était un propos liminaire qui, en effet, lance bien la discussion. Est-ce que vous vouliez compléter, Madame Brédoux, Monsieur Huet ? Oui, Madame Brédoux. Moi, je veux bien juste insister sur un point très rapidement, parce que ça a trait précisément au périmètre de votre commission. C'est-à-dire, très souvent, on nous demande à Mediapart pourquoi vous revenez toujours au cinéma, au théâtre, à la musique, aux industries culturelles de manière générale, pourquoi vous faites encore une enquête sur un réalisateur ou un acteur. Et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose nous-mêmes, je ne vous le cache pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour accumuler des dossiers individuels, enfin, ce n'est pas l'objet d'un travail journalistique. L'objet de travail journalistique et de révéler des faits d'intérêt général, de contribuer à un débat de société sur ce sujet, d'essayer de le faire changer à notre part, avec dans la mesure qui est la nôtre, bien sûr, mais il n'est pas d'accumuler des dossiers individuels. Et il est d'essayer de démontrer et de montrer des mécanismes structurels qui montrent comment ces violences systémiques sont permises par toutes les institutions dans tous les milieux. Et on insiste très souvent à Mediapart sur le fait qu'on fait des enquêtes sur tous les milieux. D'ailleurs, on n'a pas commencé par les industries culturelles, mais par la politique. Et qu'on essaye de faire des enquêtes de différents niveaux, c'est-à-dire racontant des paroles qui sont un peu de structure parfois, c'est-à-dire où il y a beaucoup de gens qui témoignent pour expliquer comment dans tel ou tel secteur d'activité, des mécanismes spécifiques viennent s'ajouter
à la domination dont est le produit, dont ces violences sont le produit. Mais on revient tout le temps, de fait, c'est vrai, aux industries culturelles, notamment au cinéma. Et en réalité, on a fini par se dire, avec Marine et Donatien, parce que c'est aussi vrai, notamment dans la musique, que ça, en fait, plutôt que de le déplorer, ça voulait dire quelque chose. Ça disait quelque chose. Ça dit évidemment quelque chose de MeToo, puisque ça a commencé par une enquête concernant le cinéma. Donc, probablement, il y a quelque chose qui est lié à ça. Et aussi parce qu'il y a quelque chose de vraiment très fort et très important, qui est que c'est un milieu qui se croit différent des autres, qui croit qu'il est... parce que c'est la culture, parce que c'est le beau, parce que c'est l'art, donc parce que c'est le juste, parce que c'est le vrai, parce que ça ne peut pas être sale, parce que ça ne peut pas être violent. Quelque chose c'est vrai, dans le cinéma, on parle souvent de la politique des auteurs, mais c'est plus largement vrai dans beaucoup de secteurs culturels. On le voit tout le temps, ça revient vraiment de manière très, très forte. Et aussi parce que c'est des classes sociales plutôt supérieures de la société, avec un capital culturel très fort. Et en fait, ça vient heurter profondément l'image qu'on a encore malgré tout de qui commettent les violences sexistes et sexuelles. C'est-à-dire que finalement, ça vient heurter cette idée que ça peut être commis par des gens avec un fort capital social, un fort capital culturel. Je le dis, je sais que c'est des évidences pour vous dans cette commission, mais ça, manifestement, il y a quelque chose, un nœud autour de ça qui est encore assez fort et qui fait que nous, on voit bien la résistance très forte dans nos enquêtes entre des gens qui veulent que ça change et des gens qui veulent surtout pas et qui s'arc-boutent aux positions de pouvoir qui sont les leurs. Et dernière chose en une phrase, c'est évidemment pourquoi aussi c'est, comme journaliste, important, et finalement on s'est dit que c'était essentiel de continuer à faire ce travail d'enquête sur ce secteur, c'est qu'il y a des enquêtes comme pour n'importe quel milieu professionnel, où on essaye de raconter comment dans le travail, beaucoup trop de gens sont encore victimes de violences, mais c'est un travail qui produit des œuvres dans l'espace public qui contribuent à l'imaginaire collectif. Et voilà, ça aussi, vous le savez dans cette commission, mais ce double effet vise, dans notre travail, à protéger les gens qui travaillent dans ces industries culturelles, mais aussi collectivement à interroger la société sur ce qu'on considère comme beau et comment on structure nos imaginaires autour de faits parfois extrêmement violents. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Huet. Vous vouliez, ou pas, comme vous voulez. Non, rien de plus à compléter que mes collègues là-dessus. On pourra répondre aux questions plus tard. Merci beaucoup pour ces témoignages et ce cadrage. Bon, vous disiez, Madame Turchi, qu'il faut qu'une actrice soit supérieure, enfin que la victime, parce qu'on a entendu un homme ce matin aussi, mais que la victime soit d'un statut un peu supérieur à celui qu'elle dénonce ou qu'il dénonce pour que la parole puisse se libérer et que les carrières ne soient pas brisées. Je rappelle qu'Adèle Haenel a quand même quitté le cinéma, que ça n'est pas interprété par le milieu du cinéma. Nous avons plusieurs fois posé la question comme un échec collectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interrogation sur pourquoi elle a quitté le cinéma, ce qui en dit à mon avis, beaucoup sur ça. Et les réponses qui nous ont été faites là-dessus étaient plus que décevantes sur pourquoi elle a quitté. Ici, donc là, vous nous avez beaucoup parlé des violences sur les victimes adultes et la manière dont vous travaillez et le cadre que vous posiez. Vous ne nous avez pas parlé, et je n'ai pas la mémoire, mais peut-être ma mémoire me fait-elle défaut, de travail d'enquête sur des enfants, alors, sauf quand ils sont devenus adultes, typiquement Adèle Haenel, dont on parlait à l'instant. Est-ce que vous êtes aussi saisi de sujets sur les enfants? Si oui, dans quelles conditions et pourquoi ça ne sort pas autant que sur les adultes? Sinon, pourquoi et comment vous l'interprétez? Alors, il y a une difficulté particulière dans le travail journalistique, c'est qu'il nous est difficile de recueillir le récit de victimes mineures quand elles sont encore mineures, y compris pour des raisons à la fois juridiques, mais aussi même éthiques, en termes d'éthique journalistique. Recueillir la parole d'une personne mineure supposerait de demander l'accord de son tuteur ou de sa tutrice, la plupart du temps les parents. Dans des cas de figure où des enfants n'ont pas forcément fait écho de ces faits à leurs parents. Enfin, voilà, ça nous pose une difficulté très particulière. Ça nous est arrivé dans un cas, dans une enquête que nous avons, qui concernait la photographie, et la photographie de mode notamment, où il y avait de très jeunes victimes, alors des
mineurs de 15-16 ans, 16-17 ans, et nous avons choisi de ne pas publier ces récits et de ne pas en faire état pour la simple et bonne raison que c'est des adolescents qui n'avaient pas fait état de ces faits à leurs parents, qui n'avaient donc pas le consentement de leurs parents. Donc on a vraiment cette grosse difficulté en termes d'éthique journalistique. Je pense qu'il faut vraiment faire attention, y compris quand on sait la médiatisation, la difficulté, le retentissement psychologique de la médiatisation, d'avoir des précautions toutes particulières pour des victimes mineures. Donc je pense que c'est une partie de la réponse à votre question. Et l'autre chose aussi, c'est que de fait, comme souvent dans la société, hein, les récits, la parole arrivent plus facilement à s'exprimer, surtout en contactant des journalistes, aller voir des journalistes, faire cet effort, ou accepter de répondre à la sollicitation des journalistes quand on est majeur, plus que quand on est mineur. Quand on est majeur, c'est déjà très difficile, alors quand on est mineur, encore plus. Merci. Est-ce que je peux compléter juste là-dessus pour dire que dans les récits qu'on reçoit de personnes majeures qui nous contactent parfois pour quelque chose de précis ou qu'on contacte, quand vous discutez avec elles, souvent, émergent quand même des récits plus anciens qui ne concernent pas l'affaire sur laquelle on travaille, mais en fait, on se rend compte des conditions dans lesquelles elles ont été castées au fur et à mesure des années, ce qu'on leur a demandé de faire. Et là, on voit qu'il n'y a plus de lignes, il n'y a plus de frontières. Et encore avec cet alibi artistique, souvent. Moi, je suis toujours effarée quand, en fait, on gratte un peu et qu'on discute et qu'on parle de leur carrière, de tout ce qu'elles ont dû endurer, en fait. Et qui ne peut pas seulement être sur le compte de l'époque, en fait. Bien sûr, il y avait sûrement encore moins de limites avant, mais encore aujourd'hui, il y a un manque de barrières quand même. Est-ce que l'enfant sait qu'il peut refuser certaines choses ? Moi, je me souviens des vidéos de casting extrêmement malaisantes qu'on a recueillies avec Léna Higues et notre confrère Geoffrey Le Guilcher dans l'affaire Luc Besson en 2018. Des vidéos de casting avec une jeune femme, notamment de 16 ans, dans un hôtel. Très très malaisant en fait. Et où sont les garde-fous ? Voilà. Donc c'est pas toujours le cœur de notre sujet, mais en retraçant tout un tas de témoignages et de choses, on se rend compte de ce qu'endure, notamment, je dis une actrice, mais ça peut s'étendre à la musique, etc. Et Donatien en parlera mieux que moi, tout ce qu'endure une jeune femme ou un jeune homme dans une carrière artistique en fait. Des demandes totalement inappropriées parfois. Merci, monsieur le rapporteur. Merci. J'ai deux questions à ce stade. La première, comme c'est, j'imagine, difficile d'enquêter, parce qu'on voit bien, on sent bien qu'il y a un mur du silence, une omerta. Donc ça, c'est un premier point. La difficulté, vous l'avez dit, à avoir des témoignages. Est-ce que, par ailleurs, comme c'est un milieu où parfois il y a des promiscuités entre le monde de la culture, le monde du journalisme, est-ce que parfois vous avez subi des pressions pour vous dire, bon, peut-être que ça vaut mieux arrêter cette enquête, etc. Voilà, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est une interrogation que j'ai, et vous en avez parlé par rapport à l'éthique journalistique, par rapport à ce qui me semble être là un vrai conflit d'intérêts entre la protection de vos sources, qui fait partie de l'éthique, et l'article 434-3 du Code pénal. Le fameux. Oui. Il y a un vrai sujet, c'est-à-dire que comment vous gérez ça ? Quel est le cadre légal de cela ? Parce que c'est pour vous, éthiquement, moralement, ça ne doit pas être simple de protéger vos sources et en même temps être un peu sur des... Enfin, vous avez vision de faits, on vous parle de faits sur des mineurs. Qu'est-ce qui fait que ça vous enclenche ou pas la nécessité d'aller voir un procureur ? Enfin, comment vous gérez ça ? C'est un vrai sujet parce que ça me semble être une sorte d'injonction contradictoire entre votre métier et votre éthique de citoyenne que je suis sûr que vous avez. Qui souhaite répondre ? Madame Turchi ? Non, monsieur Huet. Allez-y. Peut-être rapidement sur la première question, et puis je laisserai Marine Hellenec sur la deuxième, sur la promiscuité entre le milieu culturel et les journalistes de Mediapart, c'est ça, hein ? Pas de Mediapart, ouais. journalistes en général.
journalistes en général. Alors, bon, le fait est que si des sources aussi se tournent vers nous, et j'en viendrai à pourquoi ensuite, c'est aussi parce que Mediapart, justement, a très peu de journalistes, entre guillemets, culture, donc n'entretient pas forcément de proximité avec tout cet univers, puisque ce qu'on reproche souvent à la presse culturelle et aussi à la presse sportive, hein, par exemple, c'est la grande proximité entre les journalistes et leurs sources. Et c'est ça qui, en 2020, a amené un collectif qui s'appelle Musique2 à se tourner vers Mediapart, justement, pour donner accès aux quelques 300 témoignages qu'ils avaient pu recueillir au cours voilà, d'une campagne de plusieurs mois qui avait été lancée à l'été 2020. Et l'idée, c'était un peu d'entamer une espèce de remise en question de cette industrie. Et donc, voilà, la raison pour laquelle les animateurs, enfin l'animateur et l'animatrice de Musique2 sont venus vers nous, c'était justement parce qu'ils ne nous soupçonnaient pas forcément de lien particulier avec ce domaine-là, quoi. C'est ce qui a permis derrière à ce qu'on puisse faire nos enquêtes en toute indépendance, puisqu'on n'avait aucun intérêt spécifique à défendre tel ou tel artiste. Et ouais, voilà. Donc... Madame Bredou. Oui, puis de fait, par rapport à d'autres journaux qui ont davantage besoin que nous de pas se faire blacklister d'une projection de cinéma ou de l'envoi d'un livre, comme on n'est pas un magazine culturel, de fait, les mesures de rétorsion sont moins fortes sur nous que sur d'autres. C'est beaucoup plus difficile, et d'ailleurs c'est tout leur honneur de réussir à le faire aujourd'hui, d'être journaliste à Télérama, d'avoir été critique de cinéma. Je dis ça d'autant plus que j'ai participé à un débat avec une des membres de cette cellule d'investigation qui a été pendant très longtemps voilà, critique de cinéma, qui aujourd'hui est dans la cellule d'investigation de Télérama. C'est évident que pour eux, la situation est plus difficile et que les mesures de rétorsion, et d'ailleurs ils les vivent, et les journalistes culturels de plusieurs rédactions vivent des mesures de rétorsion lors d'une projection d'un film, de ne pas être prévenus, de ne pas être à l'avant-première, etc., etc. Nous, on n'est pas dans cette situation. Ça ne veut pas dire qu'on ne tente pas de nous dissuader de publier des enquêtes. Ça, c'est notre quotidien, il faut bien le reconnaître. Alors, ces pressions sont très variables, arrivent vraiment dans tous les milieux. Mais comme on parle que des industries culturelles, je vais me cantonner là, mais ça peut être les avocats qui menacent, de plaintes dans le cours. Bon, ça, on est habitué, hein, je veux dire, c'est pas... Enfin, il n'empêche que voilà, qui crée un climat visant à dissuader les personnes qui nous ont confié leur récit d'accepter à ce que ce soit publié. Disons, du coup, créant la peur du procès en diffamation avant même que ce soit publié, ce qui fait que voilà, certains témoins se rétractent. Voilà, tout ce climat d'intimidation peut venir, et voilà, arrive, nous on est protégés en réalité. Quand on est journaliste en CDI à Mediapart, même si c'est parfois inconfortable, même si c'est parfois stressant, voilà, nous sommes protégés. Nous sommes protégés par le collectif, nous sommes protégés par l'appareillage juridique et le cabinet d'avocats avec lequel on travaille quand on publie nos enquêtes et qui nous défendent. C'est très différent des journalistes pigistes, par exemple, où la situation de vulnérabilité est plus grande. Et aussi, d'abord et avant tout, encore une fois, j'insiste sur les témoins des enquêtes. C'est là où les pressions sont les plus fortes et où le risque encouru est beaucoup plus élevé. Sur la question, parce que... en fait, nous, notre rôle, il est très clair et il est tout de suite expliqué aux personnes, soit qui viennent nous voir ou que nous, on contacte. Nous, on est journalistes. On demande à personne de porter plainte ou de ne pas porter plainte, c'est pas notre sujet. Évidemment que c'est difficile quand on a connaissance de certains faits, parfois extrêmement graves, qui peuvent d'ailleurs s'ajouter à des faits déjà connus sur la même personne, et qui sont déjà sortis par exemple. Évidemment que parfois c'est frustrant quand la personne nous dit en fait je vais pas témoigner ou en fait je vais rien en faire, quand elle recule. Mais nous on n'est pas des auxiliaires de justice en fait. C'est pas à nous de les conduire au commissariat. Par contre, c'est à nous de leur donner toute la photographie de ce que peut apporter ou pas leur témoignage, des risques. Et ça, c'est vrai aussi sur notre publication. C'est-à-dire qu'on les amène aussi dans l'arène médiatique. On a une immense responsabilité. Donc, on leur expose tout ça, en fait. Ce que va permettre leur témoignage, pourquoi ça peut être difficile, etc. Et en fait, beaucoup nous demandent, mais est-ce que vous croyez que je dois porter plainte ? Ça, c'est une question qu'on a eue énormément et à laquelle on dit qu'on ne peut pas répondre.
Il y a des journalistes qui n'écrivent pas quand ils n'ont pas une plainte. Nous, c'est pas notre cas. Moi, je préfère une enquête avec 20, 30 témoignages qu'un seul témoignage avec un morceau de plainte. Donc, pour moi, c'est pas un curseur. Par contre, votre question, c'est finalement de qu'est-ce qu'on fait ça, de tout ça, nous. Nous, on est journalistes, en fait. Cet article du Code pénal, il s'applique à tous les citoyens. Je redis, le fait pour quiconque ayant connaissance de privation, etc., sur les mineurs. Et je sais qu'il y a le secret des sources. Et donc comment est-ce qu'un jour vous n'avez pas peur que quelqu'un vous fasse ce reproche de pas vous une victime, mais pourquoi vous n'avez pas été prévenir à ma place, je n'avais pas la force, etc. C'est humainement et moralement, parce que je vois bien que vous êtes au centre parfois, et nous on le sent aussi, parce qu'on commence avec les témoignages qu'on a, on commence à voir la charge émotive de tout ça. Comment vous le faites, vous? C'est une question autant de parlementaires que humaine, de citoyens sincères qui se demandent comment en humanité vous faites, quoi, tout simplement. Après, moi, je compléterai par d'autres questions. Mais allez-y là-dessus. En fait, il y a quand même un contrat moral avec nos sources, qui est la protection des sources, mais qui est surtout, de manière générale, nous, ce qu'on s'est fixé à Mediapart sur ces questions en particulier, c'est qu'on ne parle pas à l'insu des victimes. Si on a connaissance d'une plainte et que la personne ne veut pas, par exemple, en faire état, on n'en fait pas état, en fait. C'est pas le cas de tous les journalistes, peut-être, mais nous, c'est la ligne qu'on s'est fixée. Donc, ce qui va de pair avec ça, c'est de ne pas signaler à son insu des faits, en fait. Et la protection des sources, c'est quand même la pierre angulaire de notre travail de journaliste et de la liberté de la presse. Donc, bien sûr qu'on est dans des dilemmes humains qui sont extrêmement difficiles, mais on doit se tenir à ce contrat moral avec nos sources. Là-dessus, moi, je voudrais aussi qu'on interroge, mais peut-être le fera-t-on en 2025, c'est qu'on interroge la justice sur quand est-ce que la justice se saisit d'elle-même, en fait, aussi, parce que c'est pas forcément aux journalistes de le faire. Et la question, c'est aussi quel est le rôle d'un procureur? Est-ce qu'il peut se saisir ou pas d'une histoire? Bon, moi, j'avais une question sur la fameuse liste noire de Cannes. Parce que, pour moi, ça a été un élément un peu intéressant de ce qui peut se passer pour soit décrédibiliser une rédaction ou tenter de prévenir d'une espèce d'enflammement. Vous, comment vous avez analysé cette histoire de la liste noire? Parce que pour moi, elle est tout sauf anodine, quand même. C'était juste avant le Festival de Cannes. Et donc, comment vous analysez ce qui s'est passé à ce moment-là? Et qu'est-ce que vous en diriez aujourd'hui? Alors, donc il n'y a pas de liste. Je le redis, non, parce que comme on nous en a beaucoup parlé, et que voilà, il n'y a pas de liste à Mediapart, mais surtout Mediapart ne publie pas de liste. J'en profite pour le rappeler. Moi, ce que je vois, c'est-à-dire que comment une idée aussi farfelue qu'un journal soit dans quelques heures, quelques jours qui viennent, que un journal va publier une liste, comment cette idée farfelue et saugrenue a pu à ce point se diffuser très largement dans plein d'autres rédactions, y compris dans des journaux donc, qui font le même avec des journalistes, et des journalistes très sérieux qui font le même métier que nous. Voilà, comment cette idée a pu à ce point se répandre, comment dans le milieu du cinéma cette idée a pu se répandre. Bon, sur la presse, je continue à ne toujours pas comprendre comment c'est possible, je ne vous le cache pas. Dans le milieu du cinéma, Marine complétera sûrement, en réalité, je pense que ça dit très bien de l'état de panique, dans l'état d'entre-deux dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que, à la fois, enfin, il y a une reconnaissance du fait qu'à force d'affaires, à force de témoignages, à force de femmes qui ont pris quand même sur elles, globalement je dis femmes parce que c'est très majoritairement des femmes, mais il y a eu aussi des hommes à témoigner de ce qu'ils ont vécu dans l'industrie du cinéma, à prendre en charge ce récit, ils ont fini par se dire il y a un problème. Donc, cette réaction sur cette liste au moment du Festival de Cannes, c'est pour moi la reconnaissance du fait, enfin, de se dire on a un problème, on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. On aurait pu penser qu'il l'aurait dit depuis des années, mais je pense vraiment que ça dit quelque chose d'une prise de conscience de manière positive.
ce que ça dit, c'est à quel point on n'en est pas encore au bout de comprendre vraiment les mécanismes, de se dire mais attendez, si en fait il y a une liste de 10 réalisateurs dont les films vont être produits, que ne te lance pas un appel à témoignage, une ligne d'écoute, enfin des dispositifs qui répondent à l'idée qu'il puisse y avoir autant de gens et autant de victimes qui risquent de se croiser lors d'un festival, plutôt que de se dire oh là là, Mediapart va publier, notre festival va être saccagé, se dire quel dispositif concret on met en place pour accueillir cette parole, si cette parole existe. Et moi, pour moi, ça dit vraiment cet entre-deux-là. Et après, par ailleurs, j'ai quand même, à titre personnel, été absolument consternée du fait qu'il y ait eu des articles dans la presse sur une liste. Enfin, vraiment, ça dit aussi par moments, quand on terme d'éthique journalistique, vraiment, c'est-à-dire, on ne publie pas des rumeurs, quoi. On publie des faits, normalement, dans la presse. Madame Turchi. En complément, moi j'ai commencé à recevoir des coups de fil de plus en plus nombreux, récurrents, à partir du moment des Césars, de la parole de Judith Godrèche en février 2024. C'était un premier coup de fil, il paraît que t'enquêtes sur un tel, j'ai peut-être des choses, ou carrément des personnes qui se disaient victimes et qui m'appelaient en me disant il paraît que vous enquêtez sur telle personne. Alors moi j'ai un témoignage à apporter, donc ça devenait fou parce que ces coups de fil ont été de plus en plus nombreux sur des noms de plus en plus nombreux, qui sont les noms qu'on retrouve dans cette liste. Donc ça a libéré la parole d'une certaine manière. C'est ça que vous dites ? La liste qu'on a découvert comme vous sur les réseaux sociaux, en fait, cette liste qui a circulé ensuite au mois de mai. Il y a en fait ce que je veux vous dire qui a circulé avec une dizaine de noms. Voilà, mais je l'ai découvert comme vous. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, je ne sais pas d'où part tout ça. Tout ce que je sais, c'est que je reçois des coups de fil qui sont à la fois des gens du monde du cinéma ou des journalistes qui, d'ailleurs de la part de journalistes qui se disent pas que évidemment je peux pas leur répondre, que j'enquête ou que je n'enquête pas. Si je commence à répondre, c'est fichu parce qu'on a besoin de la confidentialité de nos enquêtes. Donc ça nous met dans une position qui est évidemment complètement intenable, puisqu'on ne peut pas démentir, parce que commencer à répondre, c'est faire la lumière sur nos enquêtes, et du coup les gens par la suite ils se diront moi je vais pas commencer à parler à Mediapart, parce que s'ils commencent à dire en cours de route qu'ils sont en train d'enquêter sur un tel ou pas, donc on ne peut pas répondre, et c'est ça qui est complètement intenable en fait. Ces coups de fil ils ont été de plus en plus récurrents, mais ça devenait dingue en fait, ça devenait complètement fou, parce que du coup on recevait vraiment des témoignages ensuite sur lesquels je peux même pas dont je peux pas parler aujourd'hui, parce qu'en fait on rentre dans le même problème en fait. Donc quand on a vu carrément une liste arriver sur les réseaux sociaux, voilà, on l'a découvert comme vous, et qui nous est attribuée, non seulement c'est évidemment pour nous nuire, mais par ailleurs, et je sais plus ce qu'a dit Lénaïque, c'est que personne ne s'est dit que c'était complètement impossible de coordonner 10 enquêtes avec le mal qu'on a déjà à terminer une enquête. Je rappelle quand même qu'on passe notre temps aussi à ne pas publier des enquêtes, à ne pas aboutir. Donc là, on aurait coordonné 10 enquêtes avec en plus 10 contradictoires à faire, et les gens qui sont nommés dans cette liste ne se disent à aucun moment qu'ils n'ont pas été appelés, que leurs proches n'ont pas été appelés, que les témoins des films n'ont pas été appelés. Enfin, donc c'est extrêmement, effectivement, inquiétant, mais en réalité, on pourra en sourire, mais moi, je n'en souris pas du tout, parce que ça veut dire que les gens ne nous lisent pas. Ça veut dire que les gens ont une image complètement déformée du travail de journaliste, en tout cas du travail de journaliste sérieux là-dessus. Et le pire, c'est que quand on a fini par devoir démentir, les gens ne nous croyaient pas. Moi, j'avais des chaînes de télé qui m'appelaient et qui me disaient « Est-ce que vous pouvez venir en plateau pour raconter cette histoire ?» Je leur disais « Mais je suis à l'étranger, ça vous donne un indicateur de est-ce qu'on va sortir quelque chose là ?» Donc, vous voyez, c'est quand même fou. La vérité n'importe plus, en fait. La vérité n'importe plus, et donc n'importe qui peut dire n'importe quoi. Et du coup, c'est une atteinte à notre travail, à notre réputation, à nos méthodes sérieuses. Et c'est une espèce de quelque chose qui dit, comme l'a dit Lénaïque, la panique de ce milieu, qui ne s'est pas arrêté 2 secondes pour réfléchir et se demander la faisabilité de tout ça. C'est qu'il y a une fébrilité quand même qui ressortait de tout ce moment-là. Donc on a fini par répondre, et Lénaïque l'a fait publiquement, moi aussi, mais ça n'arrêtait même pas les rumeurs en fait. Donc voilà, donc nous on répond de ce qu'on publie, et je vous invite à regarder ce qu'on a publié. Monsieur Huet, est-ce que dans le monde de la musique, les choses sont assez différentes de ce que vous entendez dans le monde du cinéma ? Comment avez-vous travaillé dans ce monde-là ? Et
Ouais, bah, tout part alors de l'appel à témoignages que je mentionnais tout à l'heure, parce que moi à la base je suis pas du tout spécialisé sur ces questions-là, je fais même complètement autre chose à la rédaction de Mediapart. Et tout part donc de l'appel à témoignages Musique2, donc duquel on a pu consulter donc l'ensemble des témoignages. Euh, Bah, ce qu'on a nous constaté en parcourant ces témoignages puis en enquêtant derrière, c'est des choses qui sont parfaitement similaires avec voilà l'industrie du cinéma. La musique, voilà, une industrie voilà où le sexisme est banalisé, généralisé, où la plupart des répondantes, puisque la majorité des répondantes à ce questionnaire étaient des femmes, étaient dans des situations précaires, voilà, intermittentes, services civiques, stagiaires. Un autre point, et qui là peut-être est un peu différent du cinéma, c'est que il y a beaucoup question de soirées, d'alcool, de drogue, énormément. Ça revient dans beaucoup de témoignages. Pourquoi? Parce que le monde de la musique, et notamment celui des musiques actuelles, parce que c'était pas le témoignage quand même, il y avait un peu de musique classique, un peu de jazz, mais c'était surtout les musiques dites actuelles, donc rock, rap, musique électronique. Euh, Bah, c'est des musiques, voilà, c'est les concerts, les festivals, voilà, ça a plutôt lieu le soir, dans des contextes voilà, où l'alcool coule à flot, où beaucoup de drogues circulent. Et, euh, et ça fait que la frontière en fait entre la vie privée et le travail, si on parle des professionnels de la musique, est complètement abolie. Voilà, on ne sait plus ce qui relève du privé, enfin de la vie professionnelle et de la vie privée, et ça fait que bah, ça place voilà notamment bah, les femmes, les personnes précarisées dans des situations extrêmement difficiles. Et le fait aussi bah, qu'il y ait de l'alcool, de la drogue, ce qu'on constate, c'est que du coup, bah, les témoignages aussi ouais, mettent peut-être plus de difficultés à émerger parce que bah, forcément, le lendemain, on se souvient pas de grand-chose, on a un peu honte. Et donc c'est un petit peu un souci. Et si je parle du backstage, c'est que bon, depuis Musique2, il y a eu quand même voilà, quelques progrès qui ont été faits, notamment le Centre national de la musique maintenant conditionne ses aides au respect par les structures qui en font la demande d'un protocole de prévention des violences sexistes et sexuelles, qui passe notamment par la formation des cadres des différentes entreprises. Donc ça, c'est pour l'aspect interne à l'entreprise. Les festivals aussi, de plus en plus, mettre en place aussi des brigades de prévention des violences sexistes sexuelles chez les festivaliers et festivalières. Voilà, par exemple, récemment, le week-end dernier, j'y pense, parce que c'est dans ma région, les transmusicales, voilà, pour la première fois, on fait appel à une association qui s'appelle les Catherinettes, qui est basée à Nantes, et qui a mis en place des brigades mobiles voilà, de, de, de disons, de personnes qui vont aller voir que tout se passe bien, qui vont recueillir les victimes. Donc c'est des personnes qui sont aussi formées au recueil de la parole des victimes, parce que parfois des festivals, je pense au Hellfest notamment, ont mis en place aussi ce genre de brigade de prévention, mais avec des bénévoles qui étaient absolument pas formés à recueillir la parole des victimes. Donc ça fait que quand une victime va les voir, bah, ils sont en incapacité totale de recueillir la parole. Donc le dispositif a un peu évolué l'an dernier. Le Hellfest voilà, s'est aussi rapproché d'associations dont c'est un peu le métier. Mais voilà, donc il y a l'aspect accueil du public, il y a l'aspect interne aux entreprises, mais en fait le vrai souci aujourd'hui, je pense, c'est tout ce qui se passe en backstage, voilà, tout ce qui se passe une fois que ben, on est en after, une fois que les projecteurs sont éteints. Il y a eu plusieurs affaires qu'on fait grand bruit. Je pense à l'affaire Slimane, par exemple, qui est ce chanteur qui a représenté la France à l'Eurovision. Bah, ce qui s'est passé, c'est que voilà, c'est ben, pareil, contexte de forte alcoolisation, prise de drogue. Et voilà, il est accusé voilà, d'avoir harcelé, agressé sexuellement des techniciens de sa tournée. Euh, là il y a eu des plaintes, c'est sorti. C'est assez rare que des techniciens justement fassent cette démarche, puisque voilà, pareil, c'est un petit milieu, la musique, donc les techniciens, tout le monde se connaît, donc s'ils décident de témoigner, ben, potentiellement ils n'auront plus de travail derrière. Donc c'est un grand pas. Il y a eu l'affaire Rammstein aussi, en Allemagne, mais qui concerne aussi un petit peu la France.
avec voilà, une dizaine de femmes qui ont témoigné avoir été sélectionnées dans les premiers rangs de différentes salles de concert, puis amenées en coulisses pour avoir été derrière droguées, agressées sexuellement et victimes voilà, de divers abus de pouvoir. Donc voilà, donc disons que tout ce qui est backstage, j'ai l'impression que pour le moment c'est un peu un trou noir dans lequel il y a assez peu de mesures qui sont prises, et que globalement le milieu de la musique n'a pas forcément encore fait sa entre guillemets révolution. Selon moi, voilà, j'ai parlé de petites initiatives à l'échelle d'événements, certaines associations qui se sont créées voilà, pour accompagner aussi des structures. Il y a des projets de mentorat aussi. Il y en a un dans le milieu du rock notamment qui s'appelle More Women on Stage, qui c'est des projets de mentorat à l'adresse des femmes et des minorités de genre, notamment dans le milieu du rock. Mais il n'y a pas encore, notamment au niveau des majors, par exemple, selon ce qu'on me dit, voilà, il n'y a aucun poste, par exemple, qui a été créé pour prévenir les violences sexuelles en interne. Et voilà, donc ça reste encore... mais contrairement au cinéma, peut-être qu'en France aussi, enfin, l'analyse que j'en fais moi, c'est peut-être qu'il n'y a pas eu encore soit de chanteurs ou d'artistes très connus qui a été mis en cause, enfin du niveau de Paris ou de PPDA dans le cinéma et les médias, soit il n'y a pas de musicienne extrêmement connue qui a parlé. Donc nous à Mediapart par exemple, on a recueilli les témoignages par exemple de Pomme, la chanteuse, ou plus récemment de Flore Benguigui, qui nous ont raconté pourquoi elle avait quitté le monde de la musique. Voilà, et nous a fait part un petit peu de toutes des humiliations qu'elle avait subies, du sexisme ordinaire qu'elle avait subi au sein de son groupe L'Impératrice. Et ce que je veux dire par là, et c'est ce qu'on entend, c'est une phrase voilà, qui est souvent attribuée à Peter Mauroy, mais qui en fait est d'un homme politique danois dont le nom m'échappe, et qui est, une fois que tous les dégoûtés partiront, il n'y aura plus que les dégoûtants, et c'est ce qui se passe dans le milieu de la musique. C'est ce qui se passe dans beaucoup de milieux. Monsieur le reporter. Sur Madame Turchi, là, vous avez souvent parlé des défaillances de la réponse policière et judiciaire. Est-ce que vous pourriez nous les décrire, alors en partant des textes de loi, est-ce qu'ils sont suffisants, en allant jusqu'à la procédure pénale, la procédure d'enquête, parce que moi j'ai la conviction que c'est là qu'il y a quelque chose à améliorer, c'est-à-dire que c'est sur la façon dont on mène les enquêtes, et ce qui est, parce que par exemple aujourd'hui, pour mettre les pieds dans le plat, quand vous êtes victime, vous allez être soumis à une enquête de personnalité que l'auteur parfois il n'y passe même pas. Donc, vous voyez, voilà. Est-ce que vous pourriez nous donner, vous, dans ce que vous avez vu et du témoignage des victimes, ce qui pourrait être amélioré, ce qui dysfonctionne déjà, ça vous avez des certitudes, et ce qui pourrait être amélioré, c'est peut-être parfois plus compliqué. Alors, c'est une large question. J'en ai fait un livre de 500 pages, je vais essayer d'être plus courte quand même. Mais il me semble que tout se joue dans l'enquête préliminaire, c'est-à-dire ce moment, en fait, où vous portez plainte et sous l'égide du parquet, il y a une première enquête qui va faire un tri. Et c'est ce tri qui, en fait, est terrible parce que, pour tout un tas de raisons qui tient à la fois aux moyens, au manque de formation, à tout un tas de choses, selon votre dossier, il ne va pas être aussi investigué qu'un autre. Il est démontré par tout un tas d'études universitaires, académiques, etc., dont j'ai déjà parlé, mais qui montrent qu'en fait, par exemple, les viols conjugaux sont moins investigués que les autres, que les situations où il y a une altération de l'état de la victime, du fait de la soumission chimique ou de l'alcool, etc. Il y a certains contextes qui vont être moins investigués que d'autres, en fait. Et les policiers, les policières le disent eux-mêmes, en fait. Ils font un tri. Ils opèrent un tri. Et donc, selon votre dossier, vous n'aurez pas les mêmes investigations. On parlait tout à l'heure d'Adèle Haenel, il est évident qu'elle a une procédure en or, elle le sait.
Elle a eu les meilleurs policiers, une unité d'élite, l'office mineur de l'OCRVP, l'ancien OCRVP. Elle a eu une juge d'instruction ultra compétente et spécialisée sur les violences sur mineurs, etc. Donc il y a ce premier problème des moyens d'enquête qui ne sont pas les mêmes d'un dossier à un autre. Moi, j'ai parfois entre les mains des enquêtes préliminaires de quelques pages, où on a l'audition de la plaignante, celle du mis en cause, l'expertise psychologique de base pour la plaignante, parfois un ou deux témoins qui vont être cités dans le récit de la plaignante, et puis parfois une confrontation, et puis c'est tout. Et à partir de là, on estime qu'il y a assez d'éléments pour dégager une manifestation de la vérité. C'est évidemment très léger, mais c'est le premier filtre, le parquet, et c'est là que tout se joue. À l'instruction, les choses vont être différentes, mais encore faut-il arriver jusque-là. Donc le premier problème, il est que... je me souviens de cet avocat qui m'avait fait cette comparaison à raison. Il m'avait dit, pour les tueurs en série, on va remonter sur des années, on va essayer de voir ce qui dégage le passage à l'acte de la personne, on va remonter sur son type de victime, parce qu'il y a souvent un profil, il y a tout un tas de choses. On va faire des enquêtes d'environnement, et on ne le fait pas assez, je ne dis pas qu'on ne le fait pas, on ne le fait pas assez pour les violences sexuelles. De la même manière que tout un tas de magistrats eux-mêmes m'ont dit c'est vrai qu'on ne va pas déployer tout le code de procédure pénale et tous les moyens d'enquête qu'on a pour des enquêtes de VSS. La mise sur écoute, par exemple, c'est quelque chose de très restreint qui va surtout être utilisé dans des grosses affaires de réseaux de pédocriminalité, par exemple. Et il y en a qui pensent qu'au contraire, ça pourrait parfois aider. Des réquisitions sur les mails, etc. L'autre élément qui me semble important, c'est qu'on n'explique pas assez aux plaignantes, aux plaignants, ce qui va se passer. Et il faut bien se mettre dans la tête que quand les plaignantes, enfin je vais me mettre au féminin parce que la majorité des victimes restent des femmes, les plaignantes poussent la porte du commissariat, c'est en général pour elles l'aboutissement déjà d'un long chemin. Elles ont l'impression qu'elles sont au bout. Et en fait, du point de vue de la justice, c'est là que tout commence. Toutes ne sont pas non plus informées qu'en fait, il va pas seulement falloir raconter. Leurs paroles, elles vont être soumises à tout un tas d'autres paroles contradictoires, et ça, c'est difficile. On leur dit qu'il faut aller faire une expertise psy, et dans leur imaginaire, dans l'imaginaire de beaucoup de gens, on va voir un médecin et quelqu'un qui va être là pour quelque part prendre soin de nous, recueillir cette parole. Et en fait, non, c'est une forme d'interrogatoire aussi qui va être... on va parler des faits et qui parfois va ressurgir au procès, à l'audience, etc. Il va y avoir la parole d'autres témoins, il va y avoir la parole du mis en cause. C'est violent, en fait. Et le travail des avocats-avocates serait d'expliquer ce processus, et même à chaque étape ensuite, les magistrats, les policiers. Les questions des policiers sont souvent pas comprises parce qu'elles sont pas expliquées. Pourquoi on va demander comment elle était habillée? Alors des fois c'est demandé de manière outrancière, mais des fois c'est parce qu'il va falloir retrouver sur la vidéosurveillance la personne, il va falloir corroborer avec les témoignages des témoins, comment elle est habillée, etc. On sait que parfois c'est pas posé dans ce sens-là, évidemment. Donc c'est tout ça qui dysfonctionne, mais c'est plus largement une question de formation. Et en même temps, quand on dit la formation des magistrats ou des policiers, c'est un peu tarte à la crème, parce que vous pouvez former tout un tas de policiers et magistrats, vous n'allez pas détricoter 30 ans d'idéologie et de stéréotypes à l'œuvre. Tout le monde a des stéréotypes et des biais. Vous, moi, nous, tout le monde en fait. Et donc forcément, les magistrats et les policiers en ont aussi. Donc c'est une évolution globale d'éducation, de culture qui doit être à l'œuvre, et qui doit être à l'œuvre pas seulement dans la magistrature et la police, mais plus largement. Mais je pense que si la justice expliquait davantage comment elle travaille, ce qu'elle peut et ce qu'elle ne peut pas, parce qu'il y a aussi parfois ce décalage, on demande parfois trop à la justice, et elle ne peut pas tout, et son rôle malheureusement ne va pas être de réparer, même si parfois c'est l'une des conséquences, parfois ça répare. Donc voilà, j'essaie de synthétiser parce qu'il y a beaucoup à dire, mais c'est un petit peu les trois piliers que je pouvais voir. Ce que je vois en tout cas, c'est le décalage entre les attentes des plaignantes, des victimes, et puis la réalité à la seconde où elles ont passé la porte du commissariat. Je me souviens d'un plaignant qui m'avait dit j'ai cru il suffisait de raconter. Parce qu'il disait, moi je disais la vérité, donc j'ai cru qu'il suffisait de raconter. Il y a aussi tout l'imaginaire des séries américaines. Les gens ont l'impression que d'un seul coup, ils vont avoir un avocat de dingue, que les policiers vont partir en chasse de tout un tas d'indices et que la vérité va émerger. Ça fait sourire, mais en fait, beaucoup de gens ont cette image-là, et ils se retrouvent avec des avocates qui sont dépassés, pour qui parfois c'est un dossier où ils investissent beaucoup, et parfois ils sont juste un dossier parmi d'autres. Ils n'ont pas toujours les compétences sur ces dossiers-là aussi. Enfin, voilà, donc tout ça fait que les gens ne sont pas assez informés, et que parfois ils sont jetés dans des procédures qui vont produire des violences supplémentaires, et des violences qui parfois même sont encore plus violentes que les violences sexuelles elles-mêmes. Et j'insiste là-dessus parce que la victimisation secondaire, et on peut en parler longtemps, c'est très important, et nous on le constate vraiment dans nos dossiers. Les gens sont broyés par le processus judiciaire, parfois parce qu'ils n'ont pas été préparés à ça.
Alors, juste, rebondir, parce qu'après, il y a Mme Legrain. Je rebondis rapidement parce que c'est quelque chose qui nous a été remonté et souvent sur la question de la qualité du dépôt de plainte pour toute la suite de la procédure. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer justement cette qualité de la plainte? Alors justement peut-être en formant les gens et donc dans ce milieu où on sait qu'il y a des risques, de les former sur ce que peut être un dépôt de plainte, comment ça se fait, comment on se fait accompagner. Et est-ce que, justement, on n'a pas un travail à faire, vous l'avez dit, hein, d'explication, et comment il pourrait être fait? C'est ça le sujet, parce que les avocats, normalement, logiquement, là, c'est même pas l'imaginaire, hein, c'est le rôle de l'avocat. Normalement, ça s'appelle un conseil, donc c'est lui qui doit conseiller aussi la façon dont ça s'est fait. Est-ce que vous pensez que la formation peut-être des avocats et des avocates est suffisante sur cette question du dépôt de plainte et de la qualité du dépôt de plainte? Et est-ce qu'on ne devrait pas, et c'est une réflexion qu'on a déjà eue, pour certains délits, certains crimes, avoir l'obligation de l'avocat au moment du dépôt de plainte? Madame Turchi, en réponse. Sur votre la première question, en fait, le moment de la plainte, il est clé, et on voit très bien que selon dans quelles conditions vous déposez plainte, ça va pas du tout être la même chose. Dans l'affaire Luc Besson, Sandra Van Roy qui appelle police secours dès le lendemain matin, qui est dans un état pas possible et qui va être amené au commissariat, va être interrompu pour être emmené aux UMJ, qui est complètement en panique, qui est pas dans son état normal, et ça se sent dans son audition. Elle divague parfois en parlant des dauphins. Bon, elle est en état de choc. Bah évidemment que ça, c'est pas la même chose que dans l'affaire Depardieu des volets verts, où là, la plainte va être faite avec l'avocate, va être adressée, ou parfois avec l'aide d'associations comme la VFT. Bah évidemment que c'est pas la même chose. Combien de personnes savent qu'on peut écrire au procureur pour mettre le récit par écrit et pouvoir déjà adresser ça avant d'être auditionné? Combien de personnes savent qu'elles peuvent appeler le commissariat pour prendre rendez-vous avec un service spécialisé? Qui sait ça? Sincèrement, très peu de gens, en fait. La majorité des gens vont au commissariat qui est proche de leur domicile ou de leur travail. Et on voit bien que ça peut pas marcher, parce qu'en fait, quand vous avez mal aux dents, vous n'avez pas chez l'ophtalmo. Donc en fait, évidemment qu'il faut que ces témoignages soient adressés au bon endroit, dans des bonnes conditions. Et il est évident que si les personnes ont pu déjà rassembler leurs souvenirs, leurs éléments dans une plainte étayée avec l'aide d'une association, et il y en a qui le font, même si elles sont débordées, ou avec un avocat ou une avocate, ça change tout. Et les dossiers qu'on a, nous, on le voit, ça change tout. C'est des conditions du dépôt de plainte. C'est ce qui fait que ça part bien ou que ça part mal. Et donc, pour vous répondre sur le deuxième point, la formation des avocats et avocates, les avocats et avocates sont débordés, en fait. Il y en a qui profitent aussi, malheureusement, de la détresse dans laquelle se trouvent leurs clients et vont pas assez les accompagner, mais il y en a qui sont investis à 3000%, qui comptent pas leurs heures et qui accompagnent leurs clients, qu'ils soient connus ou pas connus, à fond. Est-ce qu'ils sont formés suffisamment sur ces questions? Non, au vu du nombre de questions qu'on reçoit, nous, avec mes collègues, le nombre de gens qui nous disent « Est-ce que vous avez des contacts d'avocats et d'avocates ?» Alors évidemment, c'est pas à nous de faire ce rôle-là, mais ça dit le manque d'information. Les gens demandent des avocats spécialisés là-dessus. Bon, ça n'existe pas, la spécialité pénaliste VSS, mais de fait, il y a des avocats-avocates, et surtout des avocates qui en ont fait leur spécialité, qui n'interviennent que dans ces dossiers-là. Donc, il y a un manque surtout d'information du côté des plaignants et plaignantes qui ne savent pas vers qui se tourner, qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas que le premier rendez-vous, souvent chez un avocat, il est gratuit, etc. Mais il est vrai que beaucoup d'avocats et avocates ne sont pas assez formés là-dessus. Aussi pour dire parfois à leurs clients ou leurs clientes, je pense qu'aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas en état pour déposer plainte et qu'il faut y réfléchir. Le choix vous appartient, mais il faut savoir que ça va être violent, qu'il va se passer ci, qu'il va se passer ça. Tout comme nous, on le fait dans ce qui concerne le médiatique, en disant, ça nous arrive de le dire, est-ce que là, vous êtes prête à encaisser ce qui va se passer? Parce que quand on va sortir l'article, vous allez avoir beaucoup de soutien, mais vous allez avoir aussi peut-être du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, vous allez avoir votre frère qui vous parle plus parce qu'il trouve qu'il n'est pas d'accord avec votre démarche. Enfin, ça, c'est des choses qu'on a vues. Donc, je pense aussi que les avocats et avocates doivent préparer davantage leurs clients et leurs clientes. Ils ne le font pas toujours assez, mais il y en a plein qui le font très bien. Voilà. Madame Legrain. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour ces présentations qui sont vraiment très, très intéressantes, qui recroisent beaucoup de choses qu'on a pu entendre sur la question spécifique du milieu de la culture, de la précarité, etc., qui recroisent aussi beaucoup de choses, notamment que moi j'ai pu entendre dans toutes mes auditions sur les questions de définition pénale des violences sexuelles et donc de procédures judiciaires, etc. J'ai essayé de me focaliser sur la question journalistique et sur la question du lien entre l'enquête médiatique et la justice. Alors bon,
souvent, ça vaut le coup de les séparer, c'est-à-dire de dire, voilà, on est dans 2 univers différents. Moi, j'aimerais vous interroger sur tous les moments de friction, en fait, entre les deux. Peut-être développer davantage, vous avez eu une première question là-dessus, mais développer davantage la question des outils judiciaires qui sont utilisés à votre rencontre quand vous menez des enquêtes. Et notamment, souvent, on entend parler de la présomption d'innocence, enfin des choses qui sont du domaine de la justice et qu'on vous renvoie à la figure. Donc, quels sont en fait les outils par lesquels vous pouvez avoir des procédures qui essaient de vous intimider quand vous menez des enquêtes? Et est-ce que vous avez des suggestions d'évolution législative en la matière pour renforcer le droit, la protection des sources, l'indépendance journalistique, etc. Est-ce qu'à l'inverse, il vous arrive qu'en fait vos enquêtes soient ensuite utilisées au sein d'enquêtes judiciaires? Parce qu'en réalité, vous avez des atouts. Parfois, vous avez peut-être même parfois plus de moyens que la justice, je ne sais pas si ça vous arrive. Mais en tout cas, vous avez un atout, c'est que vous pouvez continuer à enquêter, même avec des victimes anonymes. Et, il me semble que, en fait, dans la justice, il y a des procédures qui vont s'arrêter assez vite si la personne ne veut pas que son nom sorte, etc. Vous donnez comme règle que vous pouvez faire le contradictoire sans donner le nom des victimes. C'est quelque chose qui est fondamental, qui est fondamentalement différent de la justice. Est-ce que ça peut permettre, en fait, est-ce que vos enquêtes journalistiques, elles ont parfois permis, en fait, que la justice se saisisse? Et donc, ça rejoint un peu la question de procureur, mais si vous avez des exemples en la matière, peut-être une dernière question un peu provocatrice, mais il y a eu récemment, le syndicat de la magistrature a sorti une enquête sur les VSS au sein de la justice, qui est aussi une façon de montrer que quand on parle de biais sexistes dans la justice, ça va plus loin. Il y a aussi des agresseurs dans la justice, et donc on se doute bien que du coup ça rend encore plus compliqué, ça augmente les risques pour une victime de victimisation secondaire. Mais ça, je ne sais pas si vous pouvez en parler, mais est-ce que vous avez envisagé d'enquêter sur le domaine de la justice également? Qui souhaite répondre, Madame Brédoux? Merci pour toutes ces questions. Alors, je vais essayer de répondre aux premières dont je suis en train d'oublier le début. Mais pour dire sur le lien entre les enquêtes journalistiques et les enquêtes judiciaires, c'est un point essentiel, en fait. C'est-à-dire que, quand on disait tout à l'heure, c'est ma collègue qui disait, on n'est pas des auxiliaires de justice. C'est pas une formule qu'on dit ça et qu'on se répète, un petit élément de langage qu'on dit ça pour se rassurer à bon compte. Là, je vous prie aussi pour notre bonne foi et toute notre conviction dans cette affirmation, c'est-à-dire que, justement, y compris pour qu'on puisse faire notre travail de journaliste et nos enquêtes journalistiques, nous ne sommes pas des auxiliaires de justice, on n'est pas des policiers, on n'est pas des gendarmes, on n'est pas des juges, et heureusement, on ne juge personne, donc on ne condamne personne surtout. Et on révèle au public des faits d'intérêt général dans le cadre d'une loi qui est celle de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Je le dis parce que le travail journalistique est encadré par un cadre réglementaire, un cadre légal qui est fondamental, avec un contrôle a posteriori des publications journalistiques devant le tribunal correctionnel, en l'occurrence à Paris devant la 17e chambre, et où nous devons nous justifier d'avoir bien respecté la loi, et c'est tout à fait normal, je ne le dis pas du tout pour le contester, je dis ça juste pour rappeler que nous sommes aussi dans un cadre légal, et parfois judiciaire, effectivement, de point de vue de notre travail, puisque nous sommes parfois poursuivis en diffamation. Dans les affaires de violence et cité sexuelle, ça m'est arrivé à 2 reprises. À 2 reprises, nous avons gagné. La première fois, c'était dans le cadre de l'affaire Beaupin, et la deuxième fois, c'était dans le cadre d'affaires de violence sexuelle à l'université. Et nous devons justifier devant la justice de notre enquête sérieuse, de la prudence dans l'expression, de poursuivre un but légitime, d'avoir respecté le contradictoire. Ces éléments-là, ils sont essentiels. C'est ça le cadre de notre travail. C'est là, et c'est pour pouvoir mener ce travail, encore une fois, d'utilité publique, d'intérêt général, que nous ne sommes surtout pas des auxiliaires de justice, car sinon nous ne pourrions pas le faire. Ce mélange des genres viendrait rendre impossible ce travail journalistique. Ça ne veut pas dire que les enquêtes journalistiques ne peuvent pas devenir des enquêtes judiciaires, par exemple, ou qu'elles ne sont pas le suivi, le prolongement d'enquêtes judiciaires. Des enquêtes journalistiques en matière de violence sexuelle sont devenues des enquêtes judiciaires, puisque des procureurs se sont saisis d'informations publiées. C'est le cas de plusieurs enquêtes de Mediapart, pour lesquelles les procureurs ont ouvert des enquêtes judiciaires. Par exemple, c'est arrivé, je vais donner un exemple, je suis désolée pour Madame la Présidente, mais le cas dans l'affaire Beaupin, dans les révélations sur l'affaire Beaupin en 2016, il n'y a pas d'enquête judiciaire, c'est la révélation par Mediapart et France Inter des premiers témoignages qui conduisent le procureur de Paris, de la République, à ouvrir une enquête préliminaire.
Donc ça arrive, c'est arrivé, ça arrive de temps en temps. Ça arrive beaucoup sur des révélations, quand il y a des violences qui ont été commises sur des mineurs. Là, c'est automatique quasiment qu'une enquête préliminaire soit ouverte. Dans d'autres cas, les procureurs ont choisi de ne pas le faire, notamment quand les victimes étaient anonymes, considérant qu'il n'y avait pas moyen que l'opportunité n'était pas remplie. Ça, c'est vrai qu'on s'est parfois, nous, interrogés, comprenant pas trop pourquoi la justice se saisissait parfois pas, etc. Oui, alors merci pour ces précisions. J'ai plusieurs questions parce qu'on parle beaucoup des victimes, du cadre dans lequel elles peuvent parler, des difficultés que c'est de parler, du danger que l'on prend et quand on prend la parole. On parle assez peu des agresseurs ou des personnes qu'elles accusent. Et si on reprend la vidéo qui a été tournée par Gérard Miller sur Benoît Jacot, pour moi, il y a quelque chose de très fort, de très puissant, d'illustrer dans cette vidéo, c'est à quel point des agresseurs en fait se renforcent dans leur système de valeurs, dans leur justification, dans le récit qu'ils posent et qu'ils imposent de ce fait-là, puisqu'en plus souvent ils sont en position de pouvoir, du coup ils ont la capacité à imposer leur récit. Est-ce que ça, vous l'observez dans vos enquêtes? Est-ce que vous le documentez? Est-ce que vous enquêtez dessus? Est-ce que parce qu'on entend beaucoup, et je vous ai entendu dire on ne condamne personne, les reproches qui sont faits à vos enquêtes sont précisément de condamner les personnes et de dire que les personnes qui sont pointées dans vos enquêtes sont, dès la parution de l'enquête, en quelque sorte condamnées. J'aimerais vous entendre là-dessus parce que, évidemment, à titre personnel, j'ai une opinion et une construction là-dessus, mais j'aimerais vraiment vous entendre, vous, sur ce point-là. On ne condamne évidemment personne, on ne rend pas des déclarations de culpabilité. D'ailleurs, on ne reprend pas de qualification pénale dans nos articles. Ça, c'est important de le dire. On fait vraiment attention à ça, justement, parce qu'en fait, on ne poursuit pas du tout le même but que la justice. On n'a pas les mêmes méthodes, on n'a pas les mêmes buts. Et Yannick Bourdou l'a très bien résumé. Mais surtout, en fait, souvent, ce qui est accablant, ce sont les faits qu'on met sur la table. Et ce ne sont pas toujours, d'ailleurs, des témoignages. Parfois, il y a des lettres, il y a des SMS, il y a tout un tas d'éléments matériels, et j'insiste là-dessus. Et je suis contente qu'on puisse le dire dans cette enceinte-là, en fait, parce qu'il faut lire ces enquêtes, en fait. Ce n'est pas seulement le témoignage de la principale concernée. Cette semaine, il était question d'Adèle Haenel. En fait, on ne s'est pas contenté d'une interview avec Adèle Haenel. Il y a 7 mois d'enquête avec des lettres de Christophe Ruggia, avec des aveux qu'il aurait fait à son ex-compagne et qui elle, témoigne dans l'article, etc. Il y a tout un tas de choses. Donc, en fait, c'est tout ce travail qui permet à un moment donné de se dire est-ce qu'on est en capacité ou pas de publier. Et il y a une phase très importante, et pardon, c'est une phase à part entière de l'enquête qui est très longue et qui est la phase la plus compliquée pour nous, qui est la phase du contradictoire. On fait tout ce qu'on peut pour aller obtenir un entretien avec la personne mise en cause ou les institutions qui sont mises en cause. 9 fois sur 10, on obtient soit une ligne de démenti, mais en tout cas un refus de cette rencontre. C'est une dénégation, c'est un refus de répondre à nos questions, de dialoguer et de pouvoir recueillir des explications. Quand on en a des explications, ça déclenche des nouvelles recherches de notre part, ça nous fait retourner vers les principales concernées, reposer des questions, avoir ce ping-pong un peu qui est important en fait. Donc c'est pour ça que parfois ce que je lis de ce qu'on dit de notre travail ou du travail des journalistes là-dessus est à 10 milieux de notre réalité. On doute, on passe notre temps aussi à ne pas publier. Il y a des personnes qui en fait à la veille d'une publication vont dire c'est trop pour moi, je ne peux pas, ce qui montre bien d'ailleurs que loin de la vengeance ou je ne sais quoi d'une personne qui arriverait avec une clé USB puis qu'ensuite qui actionnerait le levier MeToo, non en fait la plupart du temps c'est difficile, c'est coûteux, voilà. Donc tout ce travail on le fait et je voudrais par la même occasion répondre à votre question sur la présomption d'innocence parce que ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Alors je voudrais le dire ici formellement, la présomption d'innocence c'est un principe judiciaire pénal qui donc s'applique quand il y a une enquête judiciaire en cours. Exemple, quand on fait l'article autour de la parole d'Adèle Haenel qui met en cause Christophe Ruggia, il n'y a pas d'enquête judiciaire, il n'y a pas à ce moment-là de présomption d'innocence. Par contre, et c'est un énorme par contre, nous on a des principes en fait déontologiques. C'est évidemment le contradictoire, il y en a plein d'autres, mais il y a le contradictoire. On ne peut pas publier une enquête si on n'a pas
soumis tous les éléments à la personne qui est mise en cause ou les personnes qui sont mises en cause. C'est pas un coup de fil 24 heures avant de publier, comme tous le résument d'ailleurs à chaque fois qu'on sort une enquête en disant c'est à charge, l'enquête s'est faite sans moi. Mais l'enquête, elle se fait sans eux parce que pendant 3 semaines, parfois plus, ils ne répondent pas à nos sollicitations, qu'ils refusent de répondre à nos questions. Et je peux vous dire que les contradictoires qu'on fait, une fois souvent ils ont refusé l'entretien, c'est des 36 questions. Donc évidemment qu'ensuite ils disent ah ben, c'est à charge, etc. Mais non, mais en fait, c'est les éléments de l'enquête. Et ils peuvent y répondre. Ils peuvent en tout cas. Et je respecte leur décision, on respecte leur décision de ne pas répondre. Mais ils ne peuvent pas dire ensuite que l'enquête s'est faite à charge sans eux. Et même quand il y a une enquête judiciaire en cours, nous, on peut être attaqué pour atteinte à la présomption d'innocence, pas seulement diffamation. Je remarque qu'on n'a jamais été condamné pour atteinte à la présomption d'innocence, et d'ailleurs sur ces questions-là, jamais poursuivi même pour atteinte à la présomption d'innocence. Parce que nos enquêtes, elles sont mesurées, elles sont justement soumises au contradictoire. Et ce que je remarque, c'est que tribunal médiatique, présomption d'innocence, on l'entend beaucoup quand il s'agit des violences sexuelles et sexistes, on l'entend beaucoup moins quand il s'agit des autres sujets, et ça, c'est très bavard, en fait. Parce qu'en fait, on nous dénie le droit d'enquêter sur ce sujet, alors qu'on nous le dénie moins dans des affaires de corruption ou sur des scandales environnementaux, quand on parle de l'hôpital ou je ne sais quoi. Quand c'est les violences sexuelles et sexistes, là, tout de suite, il y a une armée de barrières qui se dresse. Quand on dit, comme l'avait résumé une avocate que j'avais interviewée, quand on dit tribunal médiatique plus présomption d'innocence, ça veut dire taisez-vous. Et donc en fait, notre travail, c'est justement de faire notre travail sur des faits d'intérêt public comme on le fait sur le reste des champs. Et c'est vraiment pour ça que d'ailleurs, chez nous, Lénaïque Bredou a mis un pied dans la porte là-dessus, en disant oui, c'est des sujets d'intérêt public, et oui, on va enquêter là-dessus. Et croyez-moi, ça n'allait pas de soi à l'époque, en fait. Et aujourd'hui, maintenant, les rédactions s'y mettent, etc. Et moi, je pense que les rédactions, elles se professionnalisent sur ces questions. Donc nous, on ne va pas porter et défendre tout le travail de la presse, mais je pense qu'une partie de la presse et des journalistes font un travail sérieux et recoupé là-dessus. Pas tous, mais aujourd'hui, on voit vraiment des efforts énormes qui sont faits dans d'autres rédactions pour aller chercher pas seulement le témoignage des concernés, mais d'autres témoins, d'autres éléments matériels. Et sincèrement, je le redis, des tas d'enquêtes partent à la poubelle. Voilà. Mais quand on dit tribunal médiatique, c'est une manière de mettre dans le même sac très facilement les réseaux sociaux, où il n'y a aucune hiérarchie de l'info, aucun recoupement, aucun travail sérieux, où il y a juste une parole en 140 signes, des enquêtes sérieuses de journalistes pendant 6 mois, 2 ans, 3 ans, et puis, troisième chose différente, des commentateurs sur des plateaux qui disent un petit peu ce qu'ils veulent, même si c'est dans la carte de presse. Tout ça ne peut pas être mis sous le vocable média et tribunal médiatique. Voilà. Sur l'entente des agresseurs, enfin des personnes, vous répondrez peut-être après, sur la vidéo Jaco Miller là, et l'ensemble de valeurs. Monsieur le rapporteur. Juste, parce que c'est très intéressant ce que vous dites là sur la présomption d'innocence et sur le tribunal médiatique. Et vous dites que c'est bavard, mais justement, ça dit quoi en fait ? Pourquoi effectivement, quand vous faites une enquête sur un hôpital, il n'y a jamais personne qui va dire présomption d'innocence de l'hôpital qui est peut-être innocent, enfin la faute de l'hôpital ou de la direction de l'hôpital. C'est vrai qu'on l'entend jamais. Et sur ces sujets-là, qui sont des sujets peut-être parce qu'ils touchent à l'intimité de chacun et de chacune d'entre nous, tout de suite, il y a cette suspicion d'atteinte à la présomption d'innocence. Alors après, moi, j'y suis extrêmement, mais comme vous, j'en suis sûr, extrêmement attaché. C'est-à-dire que les seuls qui jugent ici dans notre pays sont justement les magistrats. Et je crois que vous êtes d'accord. Mais qu'est-ce que ça dit de notre société ? Parce que je crois que vous l'avez dit au départ, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est pourquoi dans ce monde du cinéma que moi je considère être reflet et miroir de notre société, pourquoi pourquoi ces questions de violences sexistes et sexuelles, déjà visiblement pourquoi on soulève le tapis, et plus on soulève le tapis et plus on voit de la poussière et c'est terrible, mais pourquoi ça nous dit tant de notre société, et en même temps, je suis assez stupéfait, et je ne sais pas si la présidente partage cet avis, je trouve que la commission est un peu en train de passer en dessous des radars médiatiques, c'est-à-dire qu'on soulève des sujets qui ne sont pas anodins, et on n'a pas de journalistes, culture, qui viennent nous voir, enfin franchement, c'est une vraie interrogation. Et ça m'inquiète un peu, parce que je me dis, mais est-ce que ce qu'on est en train de faire n'est pas vain, en fin de compte ? On va faire des propositions, et puis tout ça va encore redescendre sous le spectre du radar, comme
les dénonciations à un moment donné de Marie Schneider étaient passées sous le radar, comme les dénonciations d'Adèle Haenel étaient passées sous le radar. Alors moi je suis super heureux là qu'il y ait ce jugement, et comme peut-être le moment Judith Godrèche redescendra encore en dessous. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on y arrive en fait? C'était très vaste ma question, mais c'est un moment un peu de notre commission d'enquête où on a une sorte de découragement et d'encouragement à continuer. Alors voilà. Madame Bredou. Alors, je ne peux pas vous répondre sur l'avenir de vos travaux, mais le découragement, parfois nous-mêmes, on le ressent dans le travail journalistique et le côté répétitif parfois des salves de témoignages qu'on reçoit, et le sentiment quand Marine ou Donatien disent, voilà, on lit des centaines de témoignages, voilà, des milliers même parfois de témoignages par an, de gens qui continuent à s'adresser à la presse pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas été entendus ailleurs. Parce qu'en fait, c'est ça la réalité et le fond de pourquoi nous sommes saisis. Pour répondre à votre question sur... mais nous continuons parce qu'il faut continuer. Et justement, c'est là où ça rejoint le début de votre question. Pendant très longtemps, et la presse fait partie des industries culturelles, la presse n'échappe absolument pas à tout ce qu'on est en train de se dire, et dans les mécanismes de pouvoir et d'abus de pouvoir qui peuvent y avoir lieu, et dans l'aveuglement collectif, et dans l'entre-soi masculin, dominant, qui a régné en maître pendant des années et des décennies dans ce milieu. Ce que je veux dire en disant ça, c'est que pendant extrêmement longtemps, la presse a aussi fait partie du problème dans le traitement qu'elle a fait de l'actualité. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la presse a considéré que les sujets de violence sexuelle relevaient de la vie privée, étaient des affaires de coucherie, que le journalisme devait s'arrêter à la porte de la chambre à coucher, formule célèbre d'un hebdomadaire pourtant très réputé en termes d'investigation et qui est très réputé en termes d'investigation, qu'est le Canard enchaîné. Pendant très longtemps, cette doctrine a prévalu, et pendant très longtemps, on a considéré que ces sujets de coucherie, voire de bonnes femmes, pardon pour l'expression, n'étaient pas des sujets légitimes pour la presse, et encore moins des sujets d'investigation. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, si on prend la manière dont les investigations journalistiques ont commencé sur ces sujets en France ou ailleurs, c'est très souvent un peu par la bande, et pas par les services d'enquête classiques de quotidien installés. Et c'est pas du tout un hasard si c'est intervenu comme ça. Et c'est là où je pense que la bataille de la légitimité journalistique, que ces sujets sont légitimes, d'intérêt général, et qu'il y a une légitimité de la presse à enquêter dessus, autant je pense qu'en 15 ans, ça a complètement changé, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué, mais je pense que nous ne sommes pas arrivés au bout du chemin et qu'il persiste un doute de est-ce que c'est vraiment d'intérêt général, est-ce que c'est vraiment légitime, et que la petite différence et la petite musique différente que nous entendons sur les violences sexuelles par rapport aux affaires de corruption, elle vient de là, elle vient que la bataille de la légitimité n'est pas encore totalement remportée. Une phrase pour dire que, par rapport à votre première question, qu'en fait, pourquoi personne ne veut en entendre parler? Parce qu'en fait, ça interroge tout le monde, pas seulement les agresseurs, mais aussi les témoins, aussi ceux qui n'ont pas entendu, qui n'ont pas pris les perches qu'on leur a tendues. Combien de personnes ont eu une collègue de bureau qui a dit « mais tu sais, il m'a mis une main aux fesses, là où tu sais, il est un peu comme ça », et n'ont pas entendu le début de la perche, qui était même plus qu'une perche, là. Donc en fait, ça interroge tout et tout le monde. Ça interroge les gens dans les entreprises, dans les familles, donc c'est partout. Personne ne veut en parler de ça. Personne n'a intérêt, en fait, à ce que tout ça soit mis sur le devant de la scène. Parce que c'est difficile, en fait, d'entendre ces récits, d'entendre qu'on n'a pas, qu'on a fermé les oreilles, qu'on a fermé les yeux, y compris des gens très bien, en fait. Et nos enquêtes sont parsemées de ça. C'est pas juste des gens très mauvais et complètement sexistes qu'on n'a pas entendu. C'est, en fait, dans le quotidien des familles, des entreprises, des bandes d'amis. Et donc, oui, c'est un sujet qui est difficile, il faut mettre le pied dans la porte. Et même quand on croit qu'on est arrivé au bout du chemin, pas du tout, en fait. On voit que les enquêtes dont on parle, de Pardieu, le tournage des Volets Verts, c'est 2021. Donc il faut bien se rendre compte, en fait, de la longueur des choses qui restent à faire. Et donc de l'intérêt de votre commission aussi. On arrive à la fin de la commission. Moi, je voulais juste témoigner, pour le coup, en tant que présidente de cette commission, puisque j'ai été l'objet d'une des premières, enfin un sujet, je pense, une des premières enquêtes en France en matière de violences sexistes et sexuelles dans le monde politique, pour le coup.
Et je voulais témoigner non seulement du sérieux, évidemment, de cette enquête que je ne suis pas seule à poser puisque la justice l'a elle-même reconnue, mais aussi, et je tiens quand même à le dire parce que c'est très important, c'est que quand des personnes parlent, et malgré les années, ça ne passe pas, il y a une mise en fragilité des personnes et que le sérieux de ces enquêtes est la seule protection, en fait. Et que cette adresse est pour les journalistes. Vraiment, vous avez beaucoup de responsabilités dans le sérieux de l'enquête parce qu'il n'y a que ça qui protégera la victime qui parle. Et donc, merci à vous pour ce que vous faites.